Chapitre 2. Besoin, effort, satisfaction. Quel spectacle profondément affligeant nous offre la France. Il serait difficile de dire si l'anarchie a passé des idées aux faits ou des faits aux idées, mais il est certain qu'elle a tout envahi. Le pauvre s'élève contre le riche, le prolétariat contre la propriété, le peuple contre la bourgeoisie, le travail contre le capital, l'agriculture contre l'industrie, la campagne contre la ville, la province contre la capitale, le renicole contre l'étranger. Et les théoriciens surviennent, qui font un système de cet antagonisme. Il est, disent-ils, le résultat fatal de la nature des choses, c'est-à-dire de la liberté. L'homme s'aime lui-même, et voilà d'où vient tout le mal, car puisqu'il s'aime, il tend vers son propre bien-être, et il ne le peut trouver que dans le malheur de ses frères. Empêchons donc qu'il n'obéisse à ses tendances, étouffons sa liberté, changeons le cœur humain, substituons un autre mobile à celui que Dieu y a placé. Inventons et dirigeons une société artificielle. Quand on en est là, une carrière sans limite s'ouvre devant la logique ou l'imagination. Si l'on est doué d'un esprit dialecticien, combiné à une nature chagrine, on s'acharne dans l'analyse du mal, on le dissèque, on le met au creuset, on lui demande son dernier mot, on remonte à ses causes, on le poursuit dans ses conséquences. Et, comme à raison de notre imperfection native, il n'est étranger à rien, il n'est rien que l'on ne dénigre. On ne montre la propriété, la famille, le capital, l'industrie, la concurrence, la liberté, l'intérêt personnel, que par un de leurs aspects, par le côté qui détruit ou qui blesse. On fait, pour ainsi dire, contenir l'histoire naturelle de l'homme dans la clinique. On jette à Dieu le défi de concilier ce qu'on dit de sa bonté infinie avec l'existence du mal. On souille tout, on dégoûte de tout, on nie tout, et l'on ne laisse pas cependant que d'obtenir un triste et dangereux succès auprès de ces classes que la souffrance n'incline que trop vers le désespoir. Si au contraire, on porte un cœur ouvert à la bienveillance, un esprit qui se complaise aux illusions, on s'élance vers la région des chimères. On rêve des Océanas, des Atlantides, des Salantes, des Spensoni, des Icaries, des Utopies, des phalanstères. On les peuple d'êtres dociles, aimants, dévoués, qui n'ont garde de faire jamais obstacle à la fantaisie du rêveur. Celui-ci s'installe complaisamment dans son rôle de providence. Il arrange, il dispose, il fait les hommes à son gré. Rien ne l'arrête, jamais il ne rencontre de déception. Il ressemble à ce prédicateur romain qui, après avoir transformé son bonnet carré en Rousseau, réfutait chaleureusement le contraste social et triomphait d'avoir réduit son adversaire au silence. C'est ainsi que le réformateur fait briller, aux yeux de ceux qui souffrent, les séduisants tableaux d'une félicité idéale, bien propre à dégoûter des rudes nécessités de la vie réelle. Cependant, il est rare que l'utopiste s'en tienne à ces innocentes chimères. Dès qu'il veut y entraîner l'humanité, il éprouve qu'elle n'est pas facile à se laisser transformer. Elle résiste, elle s'aigrit. Pour la déterminer, il ne lui parle pas seulement du bonheur qu'elle refuse, il lui parle surtout des maux dont il prétend la délivrer. Il ne saurait en faire une peinture trop saisissante. Il s'habitue à charger sa palette, à renforcer ses couleurs. Il cherche le mal dans la société actuelle avec autant de passion qu'un autre en mettrait à y découvrir le bien. Il ne voit que souffrance, haillons, maigreur, inanition, douleur, oppression. Il s'étonne, il s'irrite de ce que la société n'ait pas un sentiment assez vif de ses misères. Il ne néglige rien pour lui faire perdre son insensibilité.
Et après avoir commencé par la bienveillance, lui aussi finit par la misanthropie. À Dieu ne plaise que j'accuse ici la sincérité de qui que ce soit, mais en vérité, je ne puis m'expliquer que ces publicistes qui voient un antagonisme radical au fond de l'ordre naturel des sociétés puissent goûter un instant le calme et le repos. Il me semble que le découragement et le désespoir doivent être leur triste partage, car enfin, si la nature s'est trompée en faisant de l'intérêt personnel le grand ressort des sociétés humaines, et son erreur est évidente dès qu'il est admis que les intérêts sont fatalement antagonistes, comment ne s'aperçoivent-ils pas que le mal est irrémédiable? Ne pouvant recourir qu'à des hommes nous-mêmes, où prendrons-nous notre point d'appui pour changer les tendances de l'humanité? Invoquerons-nous la police, la magistrature, l'État, le législateur? Mais c'est en appeler à des hommes, c'est-à-dire à des sujets à l'infirmité commune. Nous adresserons-nous au suffrage universel? Mais c'est donner le cours le plus libre à l'universelle tendance. Et il ne reste donc qu'une ressource à ces publicistes. C'est de se donner pour des révélateurs, pour des prophètes, pétris d'un autre limon, puisant leur inspiration à d'autres sources que le reste de leurs semblables. Et c'est pourquoi, sans doute, on les voit si souvent envelopper leur système et leurs conseils dans une phraséologie mystique. Mais s'ils sont des envoyés de Dieu, qu'ils prouvent donc leur mission. En définitive, ce qu'ils demandent, c'est la puissance souveraine. C'est le despotisme le plus absolu qui ne fut jamais. Non seulement ils veulent gouverner nos actes, mais ils prétendent altérer jusqu'à l'essence même de nos sentiments. C'est bien le moins qu'ils nous montrent leur titre. Espèrent-ils que l'humanité les croira sur parole, alors surtout qu'ils ne s'entendent pas entre eux? Mais avant même d'examiner leur projet de société artificielle, n'y a-t-il pas une chose dont il faut s'assurer, à savoir, s'ils ne se trompent pas dès le point de départ? Est-il bien certain que les intérêts soient naturellement antagoniques, qu'une cause irrémédiable d'inégalité se développe fatalement dans l'ordre naturel des sociétés humaines sous l'influence de l'intérêt personnel et que, dès lors, Dieu se soit manifestement trompé quand il a ordonné que l'homme tendrait vers le bien-être? C'est ce que je me propose de rechercher. Prenant l'homme tel qu'il a plu à Dieu de le faire, susceptible de prévoyance et d'expérience, perfectible s'aimant lui-même, c'est incontestable, mais d'une affection tempérée par le principe sympathique et, en tout cas, contenue, équilibrée, par la rencontre d'un sentiment analogue universellement répandu dans le milieu où elle agit. Je me demande quel ordre social doit nécessairement résulter de la combinaison de ces libres tendances, de ces éléments. Si nous trouvons que ce résultat n'est autre chose qu'une marche progressive vers le bien-être, le perfectionnement et l'égalité, une approximation soutenue de toutes les classes vers un même niveau physique, intellectuel et moral, en même temps qu'une constante élévation de ce niveau, l'œuvre de Dieu sera justifiée. Nous apprendrons avec bonheur qu'il n'y a pas de lacune dans la création et que l'ordre social, comme tous les autres, atteste l'existence de ces lois harmoniques devant lesquelles s'inclinait Newton et qui arrachaient au psalmiste ce cri « Quelli enarrant gloriam Dei ». Rousseau disait « Si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire, je le ferais ou je me tairais. » Je ne suis pas prince, mais la confiance de mes concitoyens m'a fait législateur. Peut-être me diront-ils que c'est pour moi le temps d'agir et non d'écrire. Qu'ils me pardonnent. Que ce soit la vérité elle-même qui me presse, ou que je sois dupe d'une illusion. Toujours est-il que je sens le besoin de concentrer dans un faisceau des idées que je n'ai pu faire accepter jusqu'ici pour les avoir présentées éparses et par lambeaux. Il me semble que j'aperçois, dans le jeu des lois naturelles de la société, de sublimes et consolantes harmonies. Ce que je vois ou crois voir, ne dois-je pas essayer de le montrer à d'autres,
afin de rallier ainsi autour d'une pensée de concorde et de fraternité bien des intelligences égarées, bien des cœurs aigris. Si, quand le vaisseau adoré de la patrie est battu par la tempête, je parais m'éloigner quelquefois pour me recueillir au poste auquel j'ai été appelé, c'est que mes faibles mains sont inutiles à la manœuvre. Est-ce d'ailleurs trahir mon mandat que de réfléchir sur les causes de la tempête elle-même et m'efforcer d'agir sur ces causes? Et puis, ce que je ne ferai pas aujourd'hui, qui sait s'il me serait donné de le faire demain? Je commencerai par établir quelques notions économiques. M'aidant des travaux de mes devanciers, je m'efforcerai de résumer la science dans un principe vrai, simple et fécond, qu'elle entrevit dès l'origine, dont elle s'est constamment approchée et dont peut-être le moment est venu de fixer la formule. Ensuite, à la clarté de ce flambeau, j'essaierai de résoudre quelques-uns des problèmes encore controversés. Concurrence, machine, commerce extérieur, luxe, capital, rente, etc. Je signalerai quelques-unes des relations, ou plutôt des harmonies de l'économie politique avec les autres sciences morales et sociales, en jetant un coup d'œil sur les graves sujets exprimés par ces mots: intérêt personnel, propriété, communauté, liberté, égalité, responsabilité, solidarité, fraternité, unité. Enfin, j'appellerai l'attention du lecteur sur les obstacles artificiels que rencontre le développement pacifique, régulier et progressif des sociétés humaines. De ces deux idées, loi naturelle harmonique, cause artificielle perturbatrice, se déduira la solution du problème social. Il serait difficile de ne pas apercevoir le double écueil qui attend cette entreprise. Au milieu du tourbillon qui nous emporte, si ce livre est abstrait, on ne le lira pas. S'il obtient d'être lu, c'est que les questions n'y seront qu'effleurées. Comment concilier les droits de la science avec les exigences du lecteur? Pour satisfaire à toutes les conditions de fond et de forme, il faudrait peser chaque mot et étudier la place qui lui convient. C'est ainsi que le cristal s'élabore goutte à goutte dans le silence et l'obscurité. Silence, obscurité, temps, liberté d'esprit, tout me manque à la fois, et je suis réduit à me confier à la sagacité du public en invoquant son indulgence. L'économie politique a pour sujet l'homme, mais elle n'embrasse pas l'homme tout entier. Sentiments religieux, tendresse paternelle et maternelle, piété familiale, amour, amitié, patriotisme, charité, politesse, la morale a envahi tout ce qui remplit les attrayantes régions de la sympathie. Elle n'a laissé à sa sœur, l'économie politique, que le froid domaine de l'intérêt personnel. C'est ce qu'on oublie injustement quand on reproche à cette science de n'avoir pas le charme et l'onction de la morale. Cela se peut-il? Contestez-lui le droit d'être, mais ne la forcez pas de se contrefaire. Si les transactions humaines qui ont pour objet la richesse sont assez vastes, assez compliquées, pour donner lieu à une science spéciale, laissons-lui l'allure qui lui convient et ne la réduisons pas à parler des intérêts dans la langue des sentiments. Je ne crois pas, quant à moi, qu'on lui ait rendu service dans ces derniers temps, en exigeant d'elle un ton de sentimentalité enthousiaste qui, dans sa bouche, ne peut être que la déclamation. De quoi s'agit-il? De transactions accomplies entre gens qui ne se connaissent pas, qui ne se doivent rien que la justice, qui défendent et cherchent à faire prévaloir des intérêts. Il s'agit de prétentions qui se limitent les unes par les autres, où l'abnégation et le dévouement n'ont que faire. Prenez donc une lyre pour parler de ces choses. Autant j'aimerais que Lamartine consultât la table des logarithmes pour chanter ses odes. Ce n'est pas que l'économie politique n'est aussi sa poésie. Il y en a partout où il y a ordre et harmonie. Mais elle est dans les résultats, non dans la démonstration. Elle se révèle, on ne la crée pas. Kepler ne s'est pas donné pour poète
Et certes, les lois qu'il a découvertes sont la vraie poésie de l'intelligence. Ainsi, l'économie politique n'envisage l'homme que par un côté, et notre premier soin doit être d'étudier l'homme à ce point de vue. C'est pourquoi nous ne pouvons dispenser de remonter aux phénomènes primordiaux de la sensibilité et de l'activité humaine. Que le lecteur se rassure néanmoins. Notre séjour ne sera pas long dans les nuageuses régions de la métaphysique. Et nous n'emprunterons à cette science que des notions simples, claires et, s'il se peut, incontestées. L'âme, ou pour ne pas engager la question de spiritualité, l'homme est doué de sensibilité. Que la sensibilité soit dans l'âme ou dans le corps, toujours est-il que l'homme, comme être passif, éprouve des sensations pénibles ou agréables. Comme être actif, il fait effort pour éloigner les unes et multiplier les autres. Le résultat, qu'il affecte encore comme être passif, peut s'appeler satisfaction. De l'idée générale sensibilité, naissent les idées plus précises. Peine, besoin, désir, goût, appétit d'un côté, et de l'autre, plaisir, jouissance, consommation, bien-être. Entre ces deux extrêmes s'interpose le moyen. Et de l'idée générale activité, naissent des idées plus précises. Peine, effort, fatigue, travail, production. En décomposant la sensibilité et l'activité, nous retrouvons un mot commun aux deux sphères, le mot peine. C'est une peine que d'éprouver certaines sensations. Et nous ne pouvons la faire cesser que par un effort qui est aussi une peine. Ceci nous avertit que nous n'avons guère ici-bas que le choix des mots. Tout est personnel dans cet ensemble de phénomènes, tant la sensation qui précède l'effort que la satisfaction qui le suit. Nous ne pouvons donc pas douter que l'intérêt personnel ne soit le grand ressort de l'humanité. Il doit être bien entendu que ce mot est ici l'expression d'un fait universel, incontestable, résultant de l'organisation de l'homme et non point un jugement critique, comme serait le mot égoïsme. Les sciences morales seraient impossibles si l'on pervertissait d'avance les termes dont elles sont obligées de se servir. L'effort humain ne vient pas se placer toujours et nécessairement entre la satisfaction et la sensation. Quelquefois, la satisfaction se réalise d'elle-même. Plus souvent, l'effort s'exerce sur les matériaux par l'intermédiaire de forces que la nature a mises gratuitement à la disposition des hommes. Si l'on donne le nom d'utilité à tout ce qui réalise la satisfaction des besoins, il y a donc des utilités de deux sortes. Les unes nous ont été accordées gratuitement par la Providence. Les autres veulent être, pour ainsi parler, achetées par un effort. Ainsi, l'évolution complète embrasse ou peut embrasser ces quatre idées. Besoin, utilité gratuite et utilité onéreuse, et satisfaction. Le besoin est donc satisfait par une utilité gratuite ou onéreuse. L'homme est pourvu de facultés progressives. Il compare, il prévoit, il apprend, il se réforme par l'expérience. Puisque si le besoin est une peine, l'effort est une peine aussi. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne cherche pas à diminuer celle-ci. Quand il le peut faire sans nuire à la satisfaction qui en est le but, c'est à quoi il réussit quand il parvient à remplacer de l'utilité onéreuse par de l'utilité. C'est à quoi il réussit quand il parvient à remplacer de l'utilité onéreuse par de l'utilité gratuite, et c'est l'objet perpétuel de ses recherches. Il résulte de la nature intéressée de notre cœur que nous cherchons constamment à augmenter le rapport de nos satisfactions à nos efforts. Et il résulte de la nature intelligente de notre esprit que nous y parvenons pour chaque résultat donné en augmentant le rapport de l'utilité gratuite à l'utilité onéreuse. Chaque fois qu'un progrès de ce genre se réalise, une partie de nos efforts est mise, pour ainsi dire, en disponibilité. Et nous avons l'option ou de nous abandonner à un plus long repos,
ou de travailler à la satisfaction de nouveaux désirs, et s'ils s'en forment dans notre cœur d'assez puissants pour stimuler notre activité. Tel est le principe de tout progrès dans l'ordre économique. C'est ainsi. Il est aisé de le comprendre, le principe de toute déception, car progrès et déception ont leurs racines dans ce don merveilleux et spécial que Dieu a fait aux hommes, le libre arbitre. Nous sommes doués de la faculté de comparer, de juger, de choisir et d'agir en conséquence, ce qui implique que nous pouvons porter un bon ou un mauvais jugement, faire un bon ou un mauvais choix. Il n'est jamais inutile de le rappeler aux hommes quand on leur parle de liberté. Nous ne nous trompons pas, il est vrai, sur la nature intime de nos sensations, et nous discernons avec un instinct infaillible si elles sont pénibles ou agréables, mais que de formes diverses peuvent prendre nos erreurs. Nous pouvons nous méprendre sur la cause et poursuivre avec ardeur, comme devant nous donner une satisfaction, ce qui doit nous infliger une peine, ou bien, sur l'enchaînement des effets, et ignorer une satisfaction immédiate sera suivi d'une plus grande peine ultérieure, ou encore sur l'importance relative de nos besoins et de nos désirs. Non seulement nous pouvons donner ainsi une fausse direction à nos efforts par ignorance, mais encore par perversion de volonté, l'homme dit non seulement nous pouvons donner ainsi une fausse direction à nos efforts par ignorance, mais encore par perversion de volonté. L'homme, dit M. de Bonald, est une intelligence servie par des organes. Et quoi? N'y a-t-il pas autre chose en nous? N'y a-t-il pas les passions? Quand donc nous parlons d'harmonie, nous n'entendons pas dire que l'arrangement naturel du monde social soit tel que l'erreur et le vice en aient été exclus. Soutenir cette thèse en face des faits, ce serait pousser jusqu'à la folie la manie du système. Pour que l'harmonie fût sans dissonance, il faudrait que l'homme n'eût pas de libre arbitre ou qu'il fût infaillible. Nous disons seulement ceci. Les grandes tendances sociales sont harmoniques, en ce que toute erreur menant à une déception et tout vice à un châtiment, les dissonances tendent incessamment à disparaître. Une première et vague notion de la propriété se déduit de ces prémices. Puisque c'est l'individu qui éprouve la sensation, le désir, le besoin, puisque c'est lui qui fait l'effort, il faut bien que la satisfaction aboutisse à lui, sans quoi l'effort n'aurait pas sa raison d'être. Il en est de même de l'hérédité. Aucune théorie, aucune déclamation ne fera que les pères n'aiment leurs enfants. Les gens qui se plaisent à arranger des sociétés imaginaires peuvent trouver cela fort déplacé, mais c'est ainsi. Un père fait autant d'efforts, plus peut-être pour la satisfaction de ses enfants que pour la sienne propre. Si donc une loi contre nature interdisait la transmission de la propriété, non seulement elle la violerait par cela même, mais encore, elle l'empêcherait de se former, en frappant d'inertie la moitié au moins des efforts humains. Intérêt personnel, propriété, hérédité, nous aurons occasion de revenir sur ces sujets. Cherchons d'abord la circonscription de la science qui nous occupe. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'une science a, par elle-même, des frontières naturelles et immuables. Dans le domaine des idées, comme dans celui des faits, tout se lie, tout s'enchaîne, toutes les vérités se fondent les unes dans les autres, et il n'y a pas de science qui, pour être complète, ne dût les embrasser toutes. On a dit avec raison que, pour une intelligence infinie, il n'y aurait qu'une seule vérité. C'est donc notre faiblesse qui nous réduit à étudier isolément un certain nombre de phénomènes, et les classifications qui en résultent ne peuvent échapper à un certain arbitraire. Le vrai mérite est d'exposer avec exactitude les faits, leurs causes et leurs conséquences. C'en est un aussi, mais beaucoup moindre et purement relatif, de déterminer d'une manière non point rigoureuse, cela est impossible, mais rationnel, l'ordre de faits que l'on se propose d'étudier. Je dis ceci
pour qu'on ne suppose pas que j'entends faire la critique de mes devanciers. S'il m'arrive de donner à l'économie politique des limites un peu différentes de celles qu'on lui a assignées. Dans ces derniers temps, on a beaucoup reproché aux économistes de s'être trop attachés à étudier la richesse. On aurait voulu qu'ils fissent entrer dans la science tout ce qui, de près ou de loin, contribue au bonheur ou aux souffrances de l'humanité. Et on a été jusqu'à supposer qu'il niait tout ce dont il ne s'occupait pas, par exemple, les phénomènes du principe sympathique, aussi naturels au cœur de l'homme que le principe de l'intérêt personnel. C'est comme si l'on accusait le minéralogiste de nier l'existence du règne animal. Et quoi? La richesse, les lois de sa production, de sa distribution, de sa consommation. N'est-ce pas un sujet assez vaste, assez important pour faire l'objet d'une science? Si les conclusions de l'économiste étaient en contradiction avec celles de la politique ou de la morale, je concevrais l'accusation. On pourrait dire En vous limitant, vous vous êtes égaré, car il n'est pas possible que deux vérités se heurtent. peut-être résultera-t-il du travail que je soumets au public que la science de la richesse est en parfaite harmonie avec toutes les autres. Des trois termes qui renferment les destinées humaines, sensation, effort, satisfaction, le premier et le dernier se confondent toujours et nécessairement dans la même individualité. Il est impossible de les concevoir séparément. On peut concevoir une sensation non satisfaite, un besoin inassouvi. Jamais personne ne comprendra le besoin dans un homme et sa satisfaction dans un autre. S'il en était de même pour le terme moyen, l'effort. L'homme serait un être complètement solitaire. Le phénomène économique s'accomplirait intégralement dans l'individu isolé. Il pourrait y avoir une juxtaposition de personnes et il n'y aurait pas de société. Il pourrait y avoir une économie personnelle, il ne pourrait exister d'économie politique. Mais il n'en est pas ainsi. Il est fort possible et fort fréquent que le besoin de l'un doive sa satisfaction à l'effort de l'autre. C'est un fait. Si chacun de nous veut passer en revue toutes les satisfactions qui aboutissent à lui, il reconnaîtra qu'il les doit pour la plupart à des efforts qu'il n'a pas faits. Et de même, le travail que nous accomplissons, chacun dans notre profession, va presque toujours satisfaire des désirs qui ne sont pas en nous. Ceci nous avertit que ce n'est ni dans les besoins ni dans les satisfactions, phénomène essentiellement personnel et intransmissible, mais dans la nature du terme moyen des efforts humains, et qu'il faut chercher le principe social, l'origine de l'économie politique. C'est, en effet, cette faculté donnée aux hommes et aux hommes seuls, entre toutes les créatures, de travailler les uns pour les autres. C'est une transmission d'efforts, cet échange de services avec toutes les combinaisons compliquées et infinies auxquelles il donne lieu à travers le temps et l'espace. C'est là, précisément, ce qui constitue la science économique, en montre l'origine et en détermine les limites. Je dis donc, forme le domaine de l'économie politique, tout effort susceptible de satisfaire, à charge de retour, les besoins d'une personne autre que celle qui l'a accomplie, et par suite, les besoins et satisfactions relatifs à cette nature d'effort. Ainsi, pour citer un exemple, l'action de respirer, quoi qu'elle contienne les trois termes qui constituent le phénomène économique, n'appartient pourtant pas à cette science. Et l'on voit la raison. C'est qu'il s'agit ici d'un ensemble de faits dans lequel non seulement les deux extrêmes, besoin et satisfaction, sont intransmissibles, ils le sont toujours, mais où le terme moyen, l'effort, est intransmissible aussi. Nous n'invoquons l'assistance de personne pour respirer. Il n'y a là ni service à recevoir, ni service à rendre. Il y a un fait individuel par nature et non social, qui ne peut, par conséquent, entrer dans une science toute de relations, comme l'indique son nom même. Mais que dans des circonstances particulières, des hommes aient à s'entraider pour respirer, comme lorsqu'un ouvrier descend de une cloche à plongeur, ou quand un médecin agit sur l'appareil pulmonaire, ou quand la police prend des mesures pour purifier l'air. Alors, il y a un besoin satisfait par l'effort d'une autre personne que celle qui l'éprouve.
il y a là un service rendu. Et la respiration même entre sous ce rapport du moins quant à l'assistance et à la rémunération dans le cercle de l'économie politique. Il n'est pas nécessaire que la transaction soit effectuée. Il suffit qu'elle soit possible pour que le travail soit de nature économique. Le laboureur qui cultive du blé pour son usage accomplit un fait économique par cela seul que le blé est susceptible d'être échangé. Accomplir un effort pour satisfaire le besoin d'autrui, c'est lui rendre un service. Si un service est stipulé en retour, il y a un échange de services. Et comme c'est le cas le plus ordinaire, l'économie politique peut être définie par la théorie de l'échange. Quelle que soit, pour l'une des parties contractantes, la vivacité du besoin, pour l'autre, l'intensité de l'effort, si l'échange est libre, les deux services échangés se valent. La valeur consiste donc dans l'appréciation comparative des services réciproques, et l'on peut dire encore que l'économie politique est la théorie de la valeur. Je viens de définir l'économie politique et de circonscrire son domaine, sans parler d'un élément essentiel, l'utilité gratuite. Tous les auteurs ont fait remarquer que nous puisons une foule de satisfaction à cette source. Ils ont appelé ces utilités telles que l'air, l'eau, la lumière, le soleil, etc. Richesse naturelle, par opposition aux richesses sociales. Après quoi, ils ne se sont plus préoccupés. Et, en effet, il semble que ne donnant lieu à aucun effort, à aucun échange, à aucun service, n'entrant dans aucun inventaire comme dépourvues de valeur, elles ne doivent pas entrer dans le cercle d'étude de l'économie politique. Cette exclusion serait rationnelle si l'utilité gratuite était une quantité fixe, invariable, toujours séparée de l'utilité onéreuse. Mais elle se mêle constamment et en proportion inverse. L'application soutenue de l'homme est de substituer l'une à l'autre, c'est-à-dire d'arriver à l'aide des agents naturels et gratuits au même résultat avec moins d'efforts. Il fait faire par le vent, par la gravitation, par le calorique, par l'électricité, par l'élasticité du gaz, ce qu'il n'accomplissait pas à l'origine que par sa force musculaire. Or, qu'arrive-t-il ? Quoique l'effet utile soit égal, l'effort est moindre. Moindre effort implique moindre service. Et moindre service implique moindre valeur. Chaque progrès anéantit donc de la valeur, mais comment ? Non point en supprimant l'effet utile, mais en substituant de l'utilité gratuite à de l'utilité onéreuse, de la richesse naturelle à de la richesse sociale. À un point de vue, cette portion de valeur, ainsi anéantie, sort du domaine de l'économie politique, comme elle est exclue de nos inventaires. Car elle ne s'échange plus, elle ne se vend ni ne s'achète, et l'humanité en jouit sans effort, presque sans en avoir conscience. Elle ne compte plus dans la richesse relative. Elle prend rang parmi les dons de Dieu. Mais d'un autre côté, si la science n'en tenait plus à aucun compte, elle se fourvoierait assurément, car elle perdrait de vue justement ce qui est l'essentiel, le principal en toutes ces choses. Le résultat, l'effet utile. Elle méconnaîtrait les plus fortes tendances communautaires et égalitaires. Elle verrait tout dans l'ordre social, moins l'harmonie. Et si ce livre est destiné à faire un pas à l'économie politique, c'est surtout en ce qu'il tiendra les yeux du lecteur constamment attachés sur cette portion de valeur successivement anéantie et recueillie sous forme d'utilité gratuite par l'humanité tout entière. Je ferai ici une remarque qui prouvera combien les scientifiques se touchent et sont près de se confondre. Je viens de définir le service. C'est l'effort dans un homme, tandis que le besoin et la satisfaction sont dans un autre. Quelquefois, le service est rendu gratuitement, sans rémunération, sans qu'aucun service ne soit exigé en retour. Il part alors du principe sympathique, plutôt que du principe de l'intérêt personnel. Il constitue le don, et non l'échange. Par suite, il semble qu'ils n'appartiennent pas à l'économie politique, qui est la théorie de l'échange, mais à la morale. En effet, les actes de cette nature sont à cause de leur mobile plutôt moraux qu'économiques. Nous verrons cependant que par leur effet, ils intéressent la science qui nous occupe. D'un autre côté, les services rendus à titre onéreux
sous condition de retour, et par ce motif essentiellement économique, ne restent pas pour cela, quant à leur effet, étrangers à la morale. Ainsi, ces deux points de connaissance ont des points de contact infinis. Et, comme deux vérités ne sauraient être antagoniques, quand l'économiste assigne à un phénomène des conséquences funestes en même temps que le moraliste lui attribue des effets heureux, on peut affirmer que l'un ou l'autre s'égare. C'est ainsi que les sciences se vérifient l'une par l'autre.